Salut, bienvenue dans cet épisode hors série de course épique organisé avec Brooks. On est ici à Chamonix, à la Brooks House, juste derrière moi. J'ai le plaisir de recevoir dans ce premier épisode qui est consacré à la place des femmes dans le trail, Esther Eustache, qui est une athlète élite du team Brooks, Sébastien Diffenbrand, qui est spécialiste en micronutrition et qui aide les sportifs dans leurs problématiques, que ce soit nutritionnelles mais aussi hormonales, et Tiffany Prince, qui est une coureuse amatrice. Donc ils vont nous donner tous les trois leur point de vue sur ce vaste sujet. C'est parti! Bonjour, bienvenue dans cet épisode de Course épique qui est enregistré à la Brooks House à Chamonix aujourd'hui dans le cadre de la semaine UTMB. Brooks est le partenaire de ce hors-série dans lequel on va parler de la place des femmes dans le trail, vaste et captivant sujet. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce thème. Ça s'inscrit dans le prolongement de notre collaboration sur Carnet de course qui vous a accompagné tout l'été dans Course épique. Je vais commencer par faire un petit tour de table. On est confortablement installé près de l'Arve, donc c'est la rivière qui coule juste à côté de nous. Je pense que les auditeurs l'entendent, nous on l'entend bien en tout cas. À ma gauche, Esther Eustache, qui est athlète Brooks. Salut Esther. Salut. À sa gauche, Sébastien. Salut Sébastien Diffenbrand, c'est ça? Oui, salut, bonjour à tous. Et enfin Tiffany Prince, que j'ai eu le plaisir de recevoir déjà dans le podcast. Vous avez parlé de son Alsace Grand Est by UTMB il y a 1 an et quart, on va dire. Salut Tiffany. Salut tout le monde. Tu m'entends bien? Oui. Bon, parfait. Comme tu es la plus proche de la rivière, je me pose la question. On va commencer par les traditionnelles présentations, donc de gauche à droite. Esther, est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu de ton profil dans les grandes lignes? Je m'appelle Esther Eustache, j'habite à Lausanne en Suisse. Je pratique le trail depuis maintenant 4 ans et je cours des distances entre le marathon et le 80 km en gros. Parfait. Sébastien. Oui, alors je pratique un petit peu le trail, mais c'est surtout que je vais accompagner les athlètes, surtout d'endurance, que ce soit sur le plan micronutrition, nutrition d'une manière générale, mais aussi plus récemment sur le plan hormonal, surtout chez les athlètes féminines. On va avoir l'occasion de développer ça spécifiquement aujourd'hui au regard du thème de notre épisode. Et toi, Tiffany? Je m'appelle Tiffany, je suis professeure des écoles et amatrice en trail. J'aime courir des distances entre 50 et 100 km, plutôt 80. Et je pratique le trail depuis 2019. Et tu cours cette semaine? Et je cours cette semaine sur la CCC. Parfait. Tiffany, tu t'intéresses pas à la caméra. Regarde, on reste juste avec nous. Esther, oui, tu pratiques la course à pied, tu nous en parlais, mais c'est pas le seul sport que tu pratiques. Tu fais aussi beaucoup de vélo, le ski de fond, la muscu, plein de sports. C'est important pour toi de diversifier ta pratique. C'est pour des vertus de performance? Est-ce que c'est aussi pour garder de la fraîcheur mentale? Est-ce que chaque sport et discipline t'apporte des choses complémentaires? Alors déjà, il faut savoir que je viens du cyclisme, donc mon premier sport c'était vraiment le vélo. Donc j'ai voulu vraiment garder cette partie-là dans mon entraînement. Et puis pour tous les autres sports comme la musculation, le ski de fond et même la randonnée, enfin vraiment tous les sports à côté, c'est dans un but de performance et aussi dans un but de limiter les blessures et aussi pour faire d'autres choses, éviter la routine. Est-ce que tu peux nous parler de... j'ai un doute. Est-ce que tu peux nous parler de ton travail et puis peut-être de ce que ça peut dire de toi? Est-ce que tu es un profil qui est très rationnel, analytique? Est-ce que tu as un profil aussi très instinctif? Est-ce que les deux peuvent coexister? Alors moi je ne suis pas athlète professionnelle en tout cas à 100%. Je viens d'obtenir un doctorat en statistique et maintenant donc, je réalise un post-doctorat donc, dans les sciences du sport mais vraiment en statistique. Donc bien évidemment je pense que ça m'amène une certaine appétence et sensibilité pour les données de l'entraînement. Donc je dirais que j'aime quand même structurer mon entraînement et savoir ce que je fais. Tu passes ton nez dedans quand même la data ou pas? Les idées d'entraînement ça peut prendre beaucoup de temps? Oui, quand même, mais après, c'est quelque chose que j'aime, donc... C'est pas gênant. Sébastien, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Tu as donné les grandes lignes de ton métier aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'a amené à ça? Qu'est-ce qui t'a fait envie? Et puis concrètement, comment tu accompagnes aujourd'hui les patients? Je ne sais pas comment on dit, patients peut-être? Alors en fait, j'ai rapidement vu qu'il y avait une problématique nutrition autour des sports d'endurance. Je pratique, je dirais, depuis 2015. Donc ça fait bientôt une dizaine d'années et j'ai vite vu qu'il y avait une grosse problématique, que ça soit à l'entraînement avec le ravito, même si maintenant il y a quand même beaucoup de communication sur le sujet, ça a beaucoup changé, mais il y a 10 ans c'était pas du tout le cas. Et du coup de fil en aiguille, je me suis retrouvé à faire de la micronutrition
du coup pour accompagner les athlètes au quotidien sur cette partie-là, en plus de la partie ravitaillement. Et pareil, là aussi, un peu de filet en aiguille. Il y a 2-3 ans en arrière, j'ai remarqué qu'il y avait de plus en plus, mais là aussi les langues se sont un peu déliées, de troubles hormonaux. Alors avant tout chez la sportive féminine, mais aussi chez l'homme, il y en a aussi. Et donc, je me suis je me suis beaucoup spécialisé sur le sujet, malgré que je sois un homme, en fait, très étrangement. C'est un sujet qui me passionne et c'est un sujet qui n'est pas assez traité aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on cache un peu sous le tapis tout ça et on préfère ne pas s'en occuper, fermer les yeux, alors que derrière il y a des vraies problématiques santé sur le long terme. Est-ce qu'il y a une prise de conscience quand même? Est-ce que les gens se rendent compte ou est-ce que c'est intentionnel cette idée de mettre sous le tapis? Oui, il y a forcément une prise de conscience parce qu'il y a aussi les athlètes qui en parlent de plus en plus, qui sont plus ouverts sur le sujet. Il y a des athlètes de haut niveau qui en ont parlé il y a 3-4 ans en arrière. Donc forcément, ça devient un peu moins tabou, même si ça l'est. Et je pense qu'il faut continuer à aller dans ce sens-là. Comment est-ce que votre sentiment les uns les autres là, sur la physiologie féminine, elle influence la pratique du trail? Est-ce que qu'est-ce que vous voyez comme naturellement des choses qui sont plus favorables ou moins favorables quand on est une femme par rapport à un homme en termes d'endurance, en termes de mental, de psychologie? Est-ce qu'il y a des choses qui vous semblent quand vous échangez avec vos pairs? Je ne sais pas, Esther, peut-être toi aussi, Tiffany, dans un registre de passionné dans ton entourage, est-ce que tu vois des différences, des atouts et puis peut-être des inconvénients? Je pense que quand je parle avec justement mes collègues, mes copains et tout, je pense qu'au niveau du mental et de l'endurance, on peut avoir une force différente que les hommes. Je pense que mentalement, on peut avoir plus de ressources à rebondir parce que, en fait, je fais un rapport entre ça, je ne sais pas du tout, mais je pense que dans notre vie de femme, on va peut-être avoir plus de fluctuations que des hommes et que du coup on arrive à le reporter sur des trails et notamment sur des trails longs parce que c'est dans ces trails là qu'on vit le plus de up and down, donc je pense que là ça peut vraiment nous aider et être une force. Et au niveau endurance, en tout cas moi je remarque vraiment une différence avec les copains avec lesquels je m'entraîne parce que je vais pouvoir courir lentement, longtemps, alors que eux vont plutôt chercher la rapidité sur des courts entraînements et ce que moi j'aime moins. Alors est-ce que c'est personnel ou est-ce que c'est pour toutes les femmes, j'en sais rien, mais moi j'ai remarqué cette différence-là en tout cas. Esther, pour toi, ton regard, quand on est des athlètes que tu peux côtoyer aussi? Alors je rejoins Tiffany sur la partie déjà mentale. Je pense qu'on voit qu'il y a quelque chose de différent entre les femmes et les hommes. Il y a aussi, je pense, un petit peu la gestion, où je pense que nous, on va avoir aussi du fait qu'on a peut-être moins confiance en nous, on va avoir tendance à peut-être partir plus doucement sur les courses ou sur les efforts longs, ce qui va en fait nous permettre de pouvoir perdurer et de rattraper tout le monde. Exactement. C'est par l'arrière. Et puis bien évidemment, il y a aussi, on n'a pas la même composition corporelle, donc je pense que nous, on va être quand même meilleur sur des efforts plus longs parce qu'on va être moins forte. Au plus l'effort sera explosif, au moins on sera forte. Donc bien évidemment, on va réussir à rivaliser sur des efforts plus longs. Ton sentiment, Sébastien? Ouais, je suis totalement d'accord et c'est ce que dit également la science, c'est-à-dire que plus l'effort va avoir tendance à s'allonger, plus l'écart entre les hommes et les femmes va avoir tendance à se réduire. Et effectivement, je rejoins totalement ce que disait Tiffany sur le plan mental. Je pense que les femmes sont capables d'aller chercher des ressources mentales, peut-être déverrouiller des choses que l'homme va peut-être avoir plus de mal à aller chercher. Ouais. Je rebondis sur ce que tu disais, Esther, tu parlais de confiance. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction là, peut-être de se dire il y a moins de confiance et finalement d'être en capacité d'aller chercher d'autres ressources qui finalement vous mettent dans des bonnes dispositions? Est-ce que c'est un pivot qui s'opère à un moment dans la course? Est-ce que c'est un tempérament qui se révèle? Comment tu juges ça? Oui, je pense que, je ne sais pas si on peut parler un peu d'humilité, et puis, même si bon, ça va peut-être être mal perçu, mais oui, je pense qu'on va toujours avoir plus peur, on va avoir plus d'appréhension, on va dire, que les hommes. Donc potentiellement, on va aussi peut-être plus se préparer pour pouvoir aller faire des efforts longs, alors que peut-être que les hommes vont y aller de manière un petit peu plus spontanée. On va essayer, alors que nous, je pense que du fait de cette appréhension, on va peut-être vraiment
beaucoup plus préparer les choses. Donc il y a cet aspect mental, cet aspect gestion et aussi cet aspect préparation du fait qu'on ait potentiellement peur de l'effort. Est-ce qu'il y a des besoins nutritionnels spécifiques aux femmes, propres aux femmes? J'imagine que oui. Il y en a effectivement quelques-uns, mais pas tant que ça. Et je dirais qu'il y a forcément quelques petites spécificités, notamment liées au cycle et à la pratique sportive. Je pense notamment au fer, par exemple, où les besoins sont forcément décuplés, mais ils sont aussi décuplés chez la femme sédentaire. C'est juste que là, ça va être exacerbé, je dirais, par la pratique sportive. Mais en dehors de ça, il y a globalement assez peu. Les besoins sont quand même assez proches. Il y a quand même des petites différences sur le plan métabolique qu'a évoqué un petit peu Esther tout à l'heure. C'est-à-dire que la femme, elle va oxyder un peu plus de lipides que l'homme. Elle a une filière lipidique un peu plus efficace que l'homme, de par sa composition corporelle, de par ses fonctions mitochondriales. Et donc du coup, on va avoir des apports nutritionnels, on va dire rapport glucides-lipides, qui vont être légèrement différents entre un homme et une femme. Tiffany, toi, tu es attentive à ces sujets, ta nutrition dans le cadre de courses, de compétitions et puis de manière générale tout au fil de l'année? Alors j'essaye de l'être, mais je trouve que c'est très très difficile d'être suivi correctement sur ce point-là parce que en fait un médecin général ou même un médecin du sport, c'est des sujets qui sont encore très très pas tabous mais très peu traités en fait et très peu connus. Alors par rapport au fer, oui, je fais vraiment attention à ça et j'essaye de faire 2 prises de sang globales dans l'année où je vais chercher un peu plus loin, mais je pense que je ne suis pas assez suivie par rapport à ça tout au long de l'année et même dans ma nutrition quotidienne en fait. Donc tu as le sentiment que c'est difficile d'être bien entouré? Je trouve que c'est difficile d'être bien entouré quand on est amateur et dans un milieu normal entre guillemets en fait, de trouver un bon entourage au niveau médical en général en fait. On a parlé donc pendant l'effort de la façon dont les femmes assez naturellement pouvaient se comporter par rapport à un homme. Est-ce que sur la partie récupération et post-effort, est-ce qu'on peut observer aussi des différences? Esther? Très bonne question. À vrai dire, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas. Sébastien, tu as un avis sur le sujet? Moi, je pense qu'il n'y a pas tant de différence. Si ce n'est peut-être, après, il y a bien évidemment le niveau d'entraînement de la personne qui va fluctuer, sa charge d'entraînement va faire que la récupération va être plus ou moins bonne. Mais la femme est aussi plus économe dans l'économie de course. Donc du coup, en fonction, sur des formats plus longs, elle va sans doute récupérer plus facilement qu'un homme. Sur cette partie, je dirais musculaire. Par contre, il y a la partie invisible de l'iceberg hormonale, je dirais, parce que c'est un petit peu mon sujet de prédilection, où là, l'équilibre hormonal chez la femme est beaucoup plus complexe et où la récupération elle peut prendre beaucoup plus de temps et que simplement j'ai récupéré sur le plan musculaire, je peux aller reprendre mon entraînement. Derrière, il y a des conséquences hormonales qui mettent parfois quelques semaines ou mois après un ultra pour retrouver des cycles hormonaux normaux. Est-ce que toi tu es attentive à ça, Tiffany, la récupération post-course? C'est un sujet auquel on peut être parfois un peu négligent. On considère qu'une fois que la course est terminée, que l'objectif est atteint ou pas, on tourne un chapitre et puis on a plutôt envie de célébrer. Est-ce que toi tu es attentive aussi après une course à te soigner et chérir ton corps pour la fois d'après, l'objectif d'après? Ouais, alors oui, je reste attentive à la récupération, déjà parce que je suis suivie par un coach, donc il va m'aider à m'occuper correctement de la récupération. Je suis suivie par une kiné aussi, donc qui va me dire tranquillement, tu peux reprendre doucement après un gros ultra. Et puis je reste attentive à ça parce que je sais que je veux encore continuer et que je veux encore en faire, donc je préfère faire doucement pendant 1 mois et pouvoir reprendre une saison correcte derrière que d'enchaîner les blessures parce que j'ai pas récupéré correctement. Sur la nutrition d'après-course, là, chacun quelques conseils à partager peut-être sur ce que vous mettez en place? Moi souvent j'ai vraiment faim les jours après les courses et j'essaie vraiment de m'écouter, donc j'écoute vraiment ma satiété, donc si j'ai faim je vais manger. Moi je pense que c'est vraiment important, je rejoins vraiment Tiffany sur ça, il faut vraiment prendre le temps en fait de récupérer, vraiment s'écouter, c'est quelque chose qu'on oublie un petit peu actuellement aussi avec cette course au kilomètre entre guillemets où on partage énormément ce qu'on fait et il ne faut pas négliger en fait cette récupération, qu'elle soit physique ou mentale, parce qu'il faut bien comprendre que pour perdurer dans une pratique il faut aussi se permettre d'avoir des moments pour souffler et de récupération. Sébastien?
Moi, je suis totalement d'accord avec ce qui a été dit. Une petite anecdote peut-être, mais j'ai déjà eu des femmes post-ultra qui ont faim 10-15 jours après la course. Donc typiquement, il faut effectivement s'écouter. Le corps, s'il réclame, s'il a faim, c'est que derrière il y a des besoins et qu'il faut les honorer. Il a toujours raison. Le corps, quand il envoie des signaux, il faut... En grande partie, sur cette partie-là, je pense que oui. Après, on est dans un contexte particulier. On n'est pas sur des contextes avec des personnes qui ont des troubles métaboliques, diabétiques, etc. Là, je mets de côté cette partie-là. Mais chez un sportif, quand le sportif a faim, en général, c'est qu'il y a une raison derrière. Toi, ton conseil, ce que tu mets en place? Alors, moi, comme Esther, après des courses, j'ai souvent faim. J'ai couru qu'un seul ultra et je me souviens avoir eu faim justement encore une semaine après. Et je pense que c'est vraiment important de s'écouter et de manger ce qu'on a envie de manger parce qu'on en a fait baver à notre corps pendant des heures. Donc, on doit bien l'écouter à un moment donné. Et je pense que c'est vraiment la récompense et le merci en fait, qu'on va apporter à notre corps. Je voudrais qu'on parle un peu maintenant d'équipement. Voilà, que vous fassiez part un peu de vous, des besoins qui vous semblent spécifiques pour la pratique, notamment dans le trail. Alors, en termes d'équipement, qu'est-ce qui pourrait être spécifique aux femmes et à quel point aujourd'hui l'offre du marché a bien pris ça en compte, évolue, à quoi il faut répondre de façon très spécifique aujourd'hui? Alors déjà, il y a toute la problématique au niveau de la poitrine, donc les brassières et les sacs de trail qui, je pense, doivent vraiment être adaptés. En plus, on a beaucoup de morphologies différentes, donc je pense que c'est difficile d'arriver à s'adapter à toutes les morphologies. Et ça, c'est vraiment une spécificité de la femme. Et puis aussi, je pense, les hanches quand même. Ça, c'est aussi une spécificité de la femme. Et donc, du coup, je pense que c'est important d'avoir un équipement pas unisexe. En tout cas, au plus on va aller sur des longues distances, au plus les frottements et ce confort dans les vêtements est important. Et du coup, je pense qu'on est obligé d'avoir des vêtements un peu spécifiques. Ça t'a pris du temps, toi, pour arriver à trouver l'équipement qui te convient le mieux? Est-ce que il peut être différent d'une course à l'autre? Oui, et j'ai aussi aidé au développement avec mes sponsors aussi pour ça, à faire des retours en fait sur les problématiques. Oui, vraiment, on voit quand même qu'il y a une vraie évolution parce qu'il y a aussi de plus en plus de femmes qui font du trail. Donc oui, ça commence à bouger. En plus, je pense que le trail, il y a aussi encore plus de frottement que potentiellement de courir sur route avec ces chocs dans les descentes et puis le sac qui peut être très lourd maintenant, notamment sur des ultras avec le matériel obligatoire. Et ça, il faut vraiment le prendre en compte. Et je pense qu'en plus, chaque femme est un peu différente. Donc peut-être qu'il y a certaines marques qui vont plus convenir à certaines femmes et d'autres marques à d'autres. Mais c'est un long chemin, non, pour trouver ce qui nous convient? Oui, c'est un long chemin et oui, c'est un long chemin, je trouve. Il faut vraiment tester et surtout quand on fait du long, je pense. Tiffany, toi, tu as réussi à trouver à peu près la bonne config pour toi, ce qui marche bien en termes d'équipement, ou c'est en exploration constante? Je pense que j'ai réussi à trouver, mais que je teste toujours encore pour être certaine de ce que je porte. Et je trouve que c'est vraiment difficile à trouver parce que souvent c'est un peu une gamme femme, mais cachée juste sous le nom femme, alors que c'est le même produit que chez les hommes. C'est juste des couleurs, par exemple, qui vont changer. Mais je pense qu'aujourd'hui, j'ai trouvé l'équipement adapté. Enfin, j'espère, parce que je cours vendredi quand même. Réponse, ouais. Mais je trouve que c'est difficile et que quand on parle justement entre nous, on est tellement différentes et on a toutes besoin un peu de matériel différent. On a des frottements à des endroits que certaines n'ont pas. Et je pense que c'est vraiment dur du coup de trouver un matériel qui peut convenir à toutes les femmes en fait. Faudrait faire des études sur les différentes morphologies, etc. pour réussir à trouver des produits adaptés à chacune en fait. Toi, tu interviens avec Brooks. Est-ce que vous avez des échanges aussi, des retours sur l'évolution des produits? Est-ce que le point de vue athlète est pris en compte? Oui, le point de vue athlète est pris en compte, mais en fait je rejoins Tiffany sur le fait que c'est compliqué parce que je pense que d'une fille à l'autre on n'aura pas les mêmes retours, on n'aura pas les mêmes besoins, donc en fait c'est pas forcément évident je pense de prendre en compte Ouais, ça oblige à déployer une gamme très profonde, c'est ça? Ouais, exactement. Je pense qu'à moins qu'il y ait vraiment une gamme spécifique femme où en fait on va vraiment pousser le développement vraiment loin, c'est assez difficile je pense, et pour une marque bien évidemment avoir une gamme très très large de brassières, je ne sais pas si ce serait rentable. Oui, en termes d'investissement, de R&D. Je vous propose qu'on parle maintenant de la représentation des femmes dans le trail, un gros sujet. Tu le disais tout à l'heure Esther, il y a de plus en plus de femmes qui participent
aux courses à pied, pas suffisamment, on voudrait que ce soit encore plus, mais le mouvement est en marche. Comment est-ce que vous percevez justement un peu l'évolution? Et je pense qu'il y a peut-être des nuances à apporter aussi sur la typologie de format. On le sait que sur le long, les femmes vont quand même un petit peu moins. Qu'est-ce qui peut expliquer ça selon vous? Enfin voilà, quel est votre sentiment en tout cas de façon un peu macro sur la façon dont évolue l'adoption par les femmes de la course à pied, la place qu'elles prennent? Moi, je reviendrai sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Je pense que c'est beaucoup lié à la confiance. Il y a beaucoup plus de femmes qui vont aller s'inscrire sur des trails courts parce qu'elles vont avoir un petit peu peur, en fait, peur de ne pas être capable d'eux, en fait, de venir s'aligner sur des courses plus longues, sur des ultras. Je pense que c'est vraiment lié à ça, beaucoup lié à la confiance, au fait de ne pas penser ne pas être capable, en fait. Alors que bon, les hommes vont avoir tendance peut-être à plus se lancer. Et je pense que ça. Alors risques et périls, visiblement. Exactement. Sébastien, ton regard sur la question? Oui, je suis totalement d'accord. Et puis il y a aussi un autre aspect qui est que les femmes, on en a parlé ce matin au petit déjeuner avec Esther, parfois les femmes elles vont avoir du mal à pouvoir sortir seules 2-3 heures, ne serait-ce que pour des contraintes d'emploi du temps. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, la charge mentale de la femme elle est aussi peut-être plus importante que l'homme. Et il y a aussi des femmes qui ont peur, tout simplement, il faut le dire, de sortir en nature toute seule. Donc elles vont se retrouver bloquées à ne pas pouvoir faire des sorties longues et donc elles vont se retrouver à aller faire des courses plus courtes de par cette contrainte. Tiffany? Ouais, je rejoins totalement ce qu'ils viennent de dire. Moi, souvent, on me dit ouais, tu vas courir 5 heures toute seule en forêt le dimanche, mais comment tu fais s'il t'arrive quelque chose? Mon frère, il va aussi courir 5 heures tout seul en forêt le dimanche et personne ne lui demande comment il fait s'il lui arrive quelque chose. Tu ressens toi, un peu d'appréhension parfois? Moi, personnellement, j'ai jamais eu peur de partir seule. Après, il m'est jamais rien arrivé de grave non plus. Mais il peut arriver quelque chose à tout le monde, qu'on soit homme ou femme. Donc moi j'ai jamais eu cette appréhension, mais je peux comprendre que certaines femmes l'aient. Et après je pense vraiment qu'il y a des contraintes d'emploi du temps, de charge mentale. Quand je vais discuter avec des mamans, elles me disent mais moi je peux pas partir 3 heures le dimanche. Et du coup je pense que c'est vraiment plus un souci en fait de société générale plutôt que d'envie. Ça bouge ça, tu penses? Je pense que c'est quand même amené à bouger, de plus en plus. En tout cas, dans mon entourage, je le vois aussi. Mais et à côté de ça, comme disait Esther, il y a aussi un problème d'oser le faire et de confiance en soi. Souvent, en fait, on n'ose pas. Sauf qu'en fait, si on le fait pas, on le fera jamais. Et c'est en osant et on a peut-être peur de l'échec, mais on peut tomber une fois et se relever. Ouais. Esther, quelle importance peut avoir des figures d'inspiration féminines dans le fait justement de se lancer? À quel point ça peut être contributif? Est-ce que vous avez un retour d'expérience par rapport à ça, ou des athlètes dans la course à pied ou de manière générale dans le sport, ou peut-être même dans la vie publique? Est-ce qu'ils contribuent aussi? Quel rôle on peut leur attribuer dans le développement de ces pratiques-là? On sort des JO, là je pense qu'il y a plein de résultats aussi féminins qui donnent, je pense, envie ou de nouvelles perspectives. En gros, quel rôle ça joue et qui vous a inspiré à titre personnel? Moi, je suis persuadée que la médiatisation du sport féminin va pousser les femmes à faire plus de sport et notamment le trail aussi. Quand on voit que certaines femmes arrivent à rivaliser avec les hommes, je pense que c'est source d'inspiration pour beaucoup d'entre nous. Puis ça nous montre aussi qu'on est vraiment capable de faire de grandes choses. Donc oui, je pense que ces figures féminines sont vraiment très importantes. C'est important aussi qu'elles soient médiatisées et que leurs performances soient autant mises en avant que celles des hommes. Et à titre personnel, quelqu'un qui m'inspire beaucoup, c'est Katy Scheid, qui a, je pense, une humilité assez incroyable. Et puis c'est quelqu'un qui est incroyablement forte, bien évidemment. Mais c'est vraiment cette simplicité, je pense, qui, moi, me touche beaucoup au-delà des performances de l'athlète. Sébastien? Effectivement, je pense que dernièrement, là, depuis quelques années, on a beaucoup mis en avant des grosses performances avec des classements femmes au scratch. Et je trouve que ça a débloqué un petit peu la situation. Les médias ont commencé à en parler un peu plus. Et du coup, petit à petit, on commence à évoquer beaucoup plus la place de la femme dans le sport. Et c'est une très bonne chose. Est-ce que toi, tu as des figures emblématiques, des athlètes ou des sportifs qui Non, pas spécialement. Pareil, ce matin au petit déjeuner, on en a débattu un petit peu avec Esther. Et je lui ai sorti un
un nom qui a rien à voir avec le trail, mais Pauline Ferrand-Prévot, pour le coup, parce qu'elle a un palmarès vraiment remarquable. Et d'ailleurs, malgré son palmarès remarquable, on en parle très peu. C'est vrai. C'est quand même bien dommage. C'est vrai. Tiffany. Ouais, alors moi aussi je suis persuadée que médiatiser le sport féminin et les grosses performances des femmes sur le trail, ça va permettre à chacune d'entre nous de nous donner encore plus envie de le pratiquer ou d'oser le faire. Après, j'ai pas de... À part Esther Eustache, t'admires qui? J'ai pas de trailleuse favorite. Enfin, je suis juste en admiration devant toutes celles qui justement arrivent à rivaliser et aller chercher des places au scratch général. Je trouve ça merveilleux et vraiment ça prouve que il n'y a pas de différence à faire aujourd'hui entre un homme et une femme sur un ultra par exemple, parce que si elles en sont capables, c'est que si on s'entraîne, on peut tous aller au bout aussi, et c'est vraiment ça que je trouve merveilleux. Après, ce que je trouve beau dans le trail encore aujourd'hui, c'est que en fait, les athlètes, elles restent quand même très humbles, elles vont oser montrer leurs difficultés aussi, et je trouve que ça, c'est vraiment quelque chose d'important, parce que ça va montrer à monsieur et madame tout le monde que il n'y a pas que nous qui avons des difficultés. Et que tu as le sentiment que les femmes sont plus à même de le faire là? On parlait tout à l'heure de ce que disait Esther, parfois d'être en surconfiance ou de bomber un peu le torse pour se donner un genre. Est-ce que tu as le sentiment que les femmes exposent plus leur vulnérabilité, ou est-ce qu'il y a aussi un mouvement chez les hommes où on s'expose un peu plus franchement aujourd'hui? Je pense que les femmes, elles vont quand même réussir à plus facilement parler de ça, et à plus facilement aussi parler de leurs ressentis et de leurs émotions par rapport aux hommes, où on le voit moins maintenant quand on regarde sur les réseaux sociaux par exemple. Je trouve qu'une femme, elle va oser plus facilement dire là j'ai eu peur, là j'ai eu du mal, je retrouve des difficultés dans ça ou ça, alors qu'un homme, ça va toujours un peu essayer de cacher les difficultés pour dire c'était dur, mais quand même j'ai réussi, ou j'ai fait ça derrière, quoi. Je voudrais qu'on parle maintenant de les bénéfices, des défis et puis des opportunités du trail au féminin. Vous, question assez courante, mais en termes de bénéfices physiques, sur votre santé mentale, qu'est-ce que votre pratique vous apporte, Esther? Alors je dirais que le sport, de manière globale, m'apporte vraiment un équilibre de vie, et ça me permet vraiment de m'aérer, d'être proche de la nature, de me recentrer aussi sur moi-même. C'est vraiment quelque chose, c'est comme un médicament pour moi, je le perçois vraiment comme ça. C'est mental et physique aussi. Puis il y a aussi, on s'entretient aussi, bien évidemment, oui. Sébastien, tu cours? Oui, je cours, effectivement, mais je vais rajouter très peu de choses. Je pense qu'Esther a tout dit. Globalement, c'est le retour que j'ai aussi, c'est-à-dire que les gens, ils prennent vraiment du plaisir dans un monde peut-être aujourd'hui où on a du mal à se déconnecter des choses. Ça va permettre pendant un moment de penser à autre chose, et c'est très bien. Est-ce que le trail, il est particulier en ça par rapport à d'autres disciplines sportives, ou est-ce qu'il y a quand même universellement des bénéfices au sport, mais des choses spécifiques que vous allez trouver dans la course à pied et le trail notamment? Tiffany? Moi, par exemple, le trail, ça m'apporte vraiment de l'apaisement. Je sais que le fait d'être dans la nature, c'est vraiment important. Par exemple, même quand je suis blessée, que je peux pas courir, j'ai besoin d'aller me balader dans la nature, parce que j'apprécie le trail pour ça aussi, en fait, pour ce côté se retrouver seul en nature. Je trouve que c'est quelque chose qui ressource énormément, ouais. On n'a pas eu l'occasion d'en parler, mais Tiffany, on avait échangé dans l'épisode réalisé ensemble précédemment. Peut-être juste toi retracer ton parcours. La course à pied, la pratique du sport, ça n'a pas été une évidence pour toi depuis ta plus tendre enfance. Comment elle a trouvé sa place? Est-ce qu'aujourd'hui, là, on reparlait de confiance, etc. Comment est-ce qu'est la Tiffany aujourd'hui dans la vie? À quel point ça rejaillit sur ce que tu es et sur ton niveau de confiance? Voilà, si tu peux redresser, faire ta petite fiche Wikipédia et puis nous dire un peu où ça te mène par rapport à la Tiffany d'avant. Ouais, alors j'ai commencé à courir en 2019, et avant je faisais pas du tout de sport. Je détestais la course à pied. J'ai commencé à courir pour m'entretenir, justement. Quel âge tu avais? J'avais 24 ans. Donc il y a 4 ans, c'est ça? Ouais. Tout récent. Une Olympiade.
Et puis après, ça a pris une énorme place en fait dans mon quotidien parce que j'ai vraiment commencé à aimer courir. Et je me rends compte aujourd'hui que le trail et le sport en général, ça m'a vraiment transformée. Enfin, j'ai pris énormément de confiance en moi que j'avais pas avant. J'arrive à aller vers les autres aussi par rapport au sport. Puis en fait, ça m'apporte vraiment un équilibre dans le sens où quand ça va pas, je vais partir courir et quand je vais bien, je vais quand même y aller et ça va me faire du bien aussi. Du coup, ça me permet vraiment de m'apaiser en fait, de retrouver une personne calme et sereine. Et ça va m'aider dans ma vie de tous les jours du coup aussi parce que ça va faciliter les choses en fait. Je sais que si ça va pas trop bien, je vais aller courir et c'est un peu un médicament comme elle disait Esther. Ouais. On va évoquer un sujet un peu plus spécifique sur le cycle menstruel, sur les règles. Sébastien, tu as un point de vue aussi, tu nous parlais sur la dimension hormonale, tu as aussi un point de vue très avisé sur le sujet. Est-ce que tu peux peut-être commencer par la base, cycle menstruel, règles, réexpliquer, parce que c'est un sujet sur lequel il peut y avoir de la confusion, pour moi le premier. Donc, Effectivement, il y a beaucoup de confusion et même chez les femmes, je le vois très régulièrement en consultation. Le cycle hormonal, c'est le cycle complet qui commence par le premier jour des règles. Les règles, c'est qu'une partie du cycle, c'est le début du cycle. Et ensuite, il va être découpé en plusieurs phases. Alors, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail de chaque phase. Au milieu du cycle, il y a l'ovulation. Et ensuite, la fin du cycle va se terminer. En général, on est sur des cycles entre 25 et 35 jours, quand on est sur des cycles physiologiques normaux. Et ensuite, les règles vont arriver et du coup, ça nous fait basculer dans le cycle suivant. Qu'est-ce que ça peut avoir comme impact pour vous, la Tiffany et Esther, physiquement, et puis à quel point ça influence vos entraînements, votre préparation, déjà en termes juste d'organisation? Est-ce qu'il y a des choses qui sont amenées à être ajustées? Alors déjà, les choses ont quand même évolué, je dirais, ces dernières années, parce que du coup, moi, avant, je pratiquais le vélo, donc on va dire que bon, j'avais déjà un coach, etc. Et je vois quand même que les langues se délient, si on peut dire ça, sur ce sujet qui, de base, est quand même assez tabou, je pense. Et oui, ça impacte nos entraînements, ça impacte nos humeurs, ça impacte notre forme et ça impacte beaucoup de choses, en fait, je pense, dans nos quotidiens. Il y a une dimension d'imprévisibilité qui est forte, ou est-ce que c'est possible de commencer à se connaître, d'observer, de voir un peu comment on va réagir, de comprendre, d'analyser peut-être des signaux avant-coureurs de quelque chose? Je pense que déjà la première chose à faire, c'est ne pas voir ce cycle et ces règles comme quelque chose qui est contre nous et plutôt comme quelque chose qui est avec nous, qui est positif en fait, c'est la nature en fait. Donc je pense que la base, elle part déjà de là, de ne pas voir ça comme quelque chose de négatif. Donc plutôt le voir quelque chose qui nous aide à grandir, à évoluer et qui montre aussi que notre corps est en bonne santé. Donc je pense que déjà ça peut aider ça à essayer d'analyser mieux et essayer de mieux de se comprendre de ce point de vue-là. Je pense que c'est très difficile et que c'est très dépendant de la personne. Mais déjà quand on a des cycles réguliers, ça nous aide quand même à savoir à peu près dans quelle phase on est et quand est-ce qu'on va avoir nos règles. Et ensuite, je pense que c'est très dépendant des personnes, que ça soit sur les ressentis, sur est-ce que c'est des choses qui sont assez systématiques ou est-ce qu'on est sur des choses qui sont complètement différentes d'un mois à l'autre. C'est un sujet qui est vraiment difficile, je pense, à traiter, à discuter et à comprendre aussi. Ton ressenti, toi, Tiffany? J'ai pas grand-chose à ajouter, mais je pense que, en effet, avoir des cycles réguliers, et ça va permettre d'observer certaines choses de mois en mois et justement d'appréhender du mieux que possible les entraînements et même sa vie quotidienne en fait autour de ça. Mais c'est vraiment propre à chacun. Enfin, on va pas pouvoir donner des conseils sur comment s'entraîner. Enfin, ça va être selon le ressenti. Moi, j'ai plus de mal à parler de ça, par exemple, avec mon coach. Et du coup, c'est des périodes où je vais plus m'écouter moi-même que suivre mon plan d'entraînement, par exemple. Quand tu dis que tu as plus de mal à toi l'exprimer ou c'est lui qui ne reçoit pas ce sujet-là? Non, c'est plus moi qui ai du mal à en parler. Alors que j'en parle assez librement là, par exemple. Mais du coup, et puis c'est des périodes où les humeurs, elles peuvent énormément changer. Donc, en fait, c'est un peu comme la nutrition après cours. Je pense que c'est un moment où il faut s'écouter soi et qui est vraiment propre à chacun. Sébastien, que dit la science sur l'influence que peut avoir le cycle menstruel sur la performance? Est-ce qu'il y a des éléments rationnels aussi et scientifiques qu'on peut apporter à la table?
Alors, il y a beaucoup d'informations sur le sujet, mais malheureusement, les études, elles sont de piètre qualité. C'est-à-dire qu'on peut avoir des études, mais si l'étude elle n'est pas qualitative, on va avoir du mal à tirer des conclusions. Donc il y a parfois des études qui vont indiquer que certaines parties du cycle sont propices à tel type d'entraînement, etc., etc. Mais en fait, en réalité, sur le terrain, ce qu'on se rend compte, c'est que c'est très femme dépendant, très individuel en fait. Et du coup, si je peux donner un conseil sur cette partie-là, ça serait de s'écouter. Chaque femme doit s'écouter, écouter son cycle, écouter si elle a des symptômes à certains moments du cycle et pas forcément que pendant les règles. Parce qu'il y a des femmes qui vont avoir des syndromes prémenstruels marqués, donc la semaine précédant les règles. Il y a des femmes qui vont avoir des problématiques au niveau de l'ovulation, pendant la période de l'ovulation, ou à l'inverse, se sentir très forte cette période-là parce qu'il y a un pic de testostérone chez la femme à ce moment-là. Et donc du coup, c'est des moments où on va pouvoir peut-être passer des grosses charges d'entraînement, grosses intensités, mais c'est très individuel. Il y a des femmes qui, ça va être très flat, très plat, leur profil hormonal, et elles vont avoir peu de différence. Et par contre, il y en a d'autres où ça va être marqué. Et là, du coup, c'est à elles de le prendre en compte, d'en discuter avec leur coach quand c'est possible. Tous les coachs ne sont pas... Mais par contre, je pense qu'il ne faut pas tomber dans l'écueil de systématiquement, le coach doit mettre en place des séances spécifiques dans le cycle. Parce que si la femme, si par exemple on se dit à chaque fois qu'elle a ses règles, je lui enlève des séances, bah, ça veut dire que tous les mois, potentiellement, on va enlever 2, 3, 4 séances. Sur l'année, ça fait beaucoup. Si on se dit que on va faire tel type de séance à tel moment dans le cycle parce que sur le papier c'est mieux, mais si la femme n'y répond pas, ça servira strictement à rien. C'est là où il faut individualiser. Comme le coach il individualise parce que l'athlète il prépare telle course, parce que l'athlète a telle qualité, et ben là il faut exactement de la même manière individualiser. Pour détailler un peu là, le pic que tu mentionnais, ce pic d'énergie, il va trouver sa source dans quoi? En fait, au moment où il y a l'ovulation, il va y avoir un pic d'œstrogène et il y a un pic de testostérone. Et c'est deux hormones qui sont plutôt à aller donner beaucoup d'énergie sur la femme. Normalement, un petit peu avant l'ovulation, au moment de l'ovulation, les femmes elles vont avoir beaucoup d'entrain, beaucoup de confiance en elles, un petit peu... Elles vont avoir beaucoup de projets, beaucoup de choses. Elles pourraient se dire « Oh, je m'inscris à cette course, à cette course, à cette course, tout va bien, c'est top ». Et ensuite, après, on passe dans la phase où on va avoir de la sécrétion de progestérone. Et la progestérone, elle va venir contrebalancer ces œstrogènes. Et elle va avoir un effet calmant. Elle est un petit peu anxiolytique au niveau cérébral. Et donc, du coup, là, tout redescend. Et là, la femme va se dire « Oh ». J'ai fait des conneries, pourquoi je me suis inscrit à cette course, etc. Et on retombe ainsi sur des problèmes un petit peu d'irritabilité. Et là, on arrive sur potentiellement les syndromes prémenstruels et ensuite les règles. Est-ce qu'en termes de nutrition, il y a des adaptations à faire aussi au gré de ces fluctuations pendant le cycle? Alors je dirais qu'il faut surtout comprendre les problématiques et les symptômes qu'il y a derrière. C'est-à-dire que oui, il y a des nutriments qui sont importants, on a parlé du fer tout à l'heure, mais on pourrait parler du cholestérol, on pourrait parler de toutes les vitamines liées à la mitochondrie. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail parce que c'est vite compliqué, mais nos hormones sexuelles, hommes ou femmes, elles sont fabriquées dans les mitochondries. Donc si on n'a pas une bonne fonction mitochondriale, forcément on va être impacté de ce côté-là. Il y a aussi toute la gestion du stress. Si la femme, elle est beaucoup stressée, mais pas un stress... Je vais rigoler un peu, mais parce que son mari lui a râlé à la maison ou parce qu'elle a toutes les charges de ménage à faire, il y a aussi tout le stress de pas manger suffisamment, le stress de beaucoup s'entraîner, ça va rajouter du stress, des bains froids, tous ces stress qui sont des stress physio, mais pas forcément des stress au niveau mental. Donc en fait, je dirais que c'est une équation un petit peu globale, à la fois nutritionnelle, mais aussi sur le plan stress et dans la vie de tous les jours. Esther et Tiffany, est-ce que quand vous savez que vous allez avoir vos règles pendant une course, en tout cas avec une probabilité forte, à quel point ça peut influencer votre état d'esprit en allant sur cette course-là? Est-ce que ça a un impact notable? Moi, je suis quelqu'un qui est très régulière dans mes cycles, donc je vais quasiment être capable de dire exactement quand j'aurai mes règles et je commence à me connaître, donc je sais aussi les périodes où je ne suis pas très en forme. Et après avoir beaucoup discuté avec mon entraîneur, on s'est rendu compte en fait qu'il fallait éviter d'ancrer qu'on a vraiment des périodes où on va être en méforme, enfin vraiment dans une forme, enfin vraiment pas en forme, parce qu'en fait ça va avoir des vraies problématiques parce qu'on ne choisit pas quand on nos courses, pas forcément.
Et en fait, quand on est athlète élite ou pas, en fait, on peut pas se permettre au départ d'une course de partir en étant mentalement déjà impacté par le fait qu'on a nos règles ou qu'on est à telle ou telle phase. Donc je pense qu'il faut pas trop non plus, on va dire, projeter le fait qu'on va être pas bien et ne pas ancrer le fait que voilà, bon bah quand je suis tel jour, je suis pas bien ou tel jour je suis bien. Mais bon, bien évidemment que si on sait qu'on va avoir nos règles le jour de la course ou qu'on sait que ça peut tomber le jour avant ou le jour après, bien évidemment, ça génère un stress supplémentaire. Tiffany? Alors moi, je suis pas trop stressée par rapport à ça, en fait. Alors bien sûr, je vais y penser. Et puis, quand je vois une semaine avant la course que ça va tomber pendant mes règles, forcément, je vais me dire que ça aurait été bien plus simple sans. Mais ça me génère pas trop de stress et je le prends comme ça, en fait. Je me dis, ça devait arriver maintenant, ça arrive maintenant. J'ai des copines qui enchaînent les plaquettes de pilules pour pas avoir leurs règles pendant les courses. Alors moi, j'y ai déjà pensé et puis finalement, je sais que derrière, ça va tout me dérégler. Donc, je le fais pas non plus. Non, en fait, je le prends comme ça vient et c'est pas quelque chose qui va plus ou moins me stresser, en fait. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ce sujet il soit moins tabou? En parler là, mais voilà, c'est quoi? Discuter, ouvrir la discussion En parler, mais dès le plus jeune âge, en fait. Je pense qu'il faut vraiment, dès le plus jeune âge, accompagner les jeunes filles qui sont en section sportive, qui font du sport, qui sont dans des clubs, qui sont dans des teams, qui ont des groupes, qui sont dans des groupes de sport. Je pense vraiment accompagner les filles là-dessus et en fait montrer l'importance des règles et vraiment avoir des mots qui mettent les règles comme quelque chose de positif mais les règles, je veux dire le cycle menstruel de manière globale, comme quelque chose de vraiment vous énerve pas, positif. Sébastien, attention. Hein. Je pense qu'en fait, on a toujours des mots tellement tes règles, c'est un problème, et puis c'est problématique. Et puis qu'en fait, tous ces mots, dès le plus jeune âge, ils sont ancrés dans la tête d'une jeune fille. Et en fait, ça reste ancré. Et en fait, on ne veut pas avoir nos règles quand on fait du sport de haut niveau ou même du sport amateur. Alors qu'en fait, c'est génial d'avoir ces règles. Et c'est la plus belle chose, je pense, pour un sportif, de garder ses cycles menstruels de manière bien rythmé tous les mois. Je pense que c'est une victoire, en fait, je pense. Sébastien, on va rapidement évoquer un sujet. On n'a pas de maman ici autour de cette table, donc il y aura sûrement d'autres occasions de développer le sujet plus spécifiquement. Peut-être toi, juste pour nos auditrices qui seraient, en tout cas, qui pratiqueraient encore la course à pied alors qu'elles sont enceintes ou juste après avoir accouché, quels conseils, notamment sur la partie nutrition, tu donnerais? Alors je suis régulièrement des femmes pendant leur grossesse que je suivais déjà avant et du coup qui tombent enceintes. Si je devais donner un conseil, il y en aura peut-être plusieurs d'ailleurs, mais c'est déjà de combler les carences et d'optimiser toute cette partie-là. Parce qu'en fait les besoins nutritionnels, micronutritionnels, vitamines et minéraux, sont globalement quasiment les mêmes à peu de choses près entre une pratiquante de sport d'endurance et une femme enceinte. Et du coup, la problématique, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'athlètes qui vont potentiellement lancer un projet de grossesse avec déjà des carences. Parce qu'au quotidien, elles n'ont pas fait le job vis-à-vis de leur pratique sportive. Et du coup, si on revient sur le fer, par exemple, le fer pendant la grossesse, il est vraiment, vraiment très, très important. Et donc, du coup, si on n'a pas fait le job en amont, on peut se retrouver derrière très compliqué, mais on pourrait évoquer d'autres vitamines et minéraux sur le sujet. Donc je dirais, si j'avais un conseil, c'est déjà dans sa pratique, s'assurer que le statut nutritionnel soit OK pour qu'ensuite la grossesse se passe dans les meilleures conditions. Je vous propose, on arrive tranquillement vers la fin de l'épisode, qu'on parle quand même de la reconnaissance de la place des femmes dans les compétitions. Il y a une évolution des réglementations en termes d'inclusion, notamment là on est dans le cadre de l'UTMB sur la politique de maternité. Est-ce que vous voyez encore vous voyez encore des choses à améliorer dans l'organisation des événements ou des choses qui peuvent être faites spécifiquement pour les femmes? Est-ce qu'il y a encore des besoins qui ne sont pas suffisamment adressés selon vous? Moi, j'en vois pas forcément là. Je trouve que les choses évoluent quand même. Il y a encore des choses à faire. Mais je pense qu'il faut aussi mettre en avant le fait que ça change, que les choses changent, que les choses évoluent. Donc pas toujours voir le négatif et montrer aussi que les femmes commencent à avoir une vraie place dans la discipline. Et ça, c'est vraiment appréciable. L'alignement des prize money, hommes et femmes, c'est la base. Pour moi, c'est normal et ça va pousser les femmes, je pense, à pratiquer aussi. Hein. La densité va monter, il faut laisser un petit peu de temps.
Esther, est-ce que tu peux nous parler de l'organisation du Team Brooks pendant des événements comme cela ou sur des courses, des réunions où vous vous retrouvez? Voilà, comment se passent les jours d'avant-course, dans quelles conditions vous êtes pour créer des bulles pour être dans la meilleure disposition aussi et que le staff soit à votre écoute à tous les plans? En fait, pour vraiment aussi rebondir sur toute la thématique de l'épisode, nous on est vraiment très bien encadrés en termes de kiné, aussi au niveau médecin, discussion, échange. Et je pense que ça déjà c'est une réelle chance qu'on a chez Brooks, c'est vraiment d'être accompagné en fait dans notre pratique. Et les veilles de course, on est vraiment en groupe, donc on peut vraiment tous. Il y a ceux qui sont un peu plus stressés, il y a ceux qui sont un peu plus calmes, il y a ceux qui ont beaucoup d'expérience et ceux qui en ont un peu moins. Et je pense qu'en fait toute cette diversité de profils permet aussi de bien préparer les courses et d'être mis avec des conditions optimales sur la ligne de départ. Quelle relation avec tes pairs masculins au sein du Team Brooks? C'est un non-sujet? Alors ce serait mentir que de dire qu'on ne se fait pas énormément charrier et qu'on n'est pas beaucoup dans la rigolade, mais bien évidemment quand on est très peu de filles dans un groupe exclusivement d'hommes, les rigolades sont souvent tournées vers la jante féminine, mais bon, je te laisse pas faire, vous laissez pas j'en faire. joue aussi et j'ai du caractère, donc je sais ne pas me laisser faire, mais bien évidemment qu'on est beaucoup dans la rigolade par rapport à ça, oui. Le chambrage est de mise, souvent. Oui. Esther, je voudrais que tu nous parles d'un projet que tu as eu l'occasion de mettre en place avec Brooks en 2023 et 2024, une initiative qui était dédiée pour les femmes, une expérience assez exceptionnelle. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, alors en fait, je suis partie il y a 3 ans. J'ai décidé de partir pour la toute première fois en itinérance toute seule en montagne. Et ça a été une expérience pour moi qui a été vraiment géniale, qui m'a permis aussi de prendre confiance en moi, de voir que j'étais capable en fait de sortir de ma zone de confort, de partir toute seule. Si on a des galères, on doit les gérer seul, aussi de se retrouver dans des refuges seuls, etc. Et en fait, ça m'a donné l'idée de pouvoir le partager avec d'autres filles et en fait de vraiment essayer de donner confiance à d'autres femmes en fait sur le fait qu'on est vraiment capable de partir seule et même si on a toujours des gens qui vont dire ah mais t'es vraiment toute seule à faire ça? Oui, et alors en fait, je suis tout aussi maligne qu'un homme, je sais tout à fait me débrouiller en montagne, bien au contraire, souvent on est même plus prévoyante. Et du coup, on a vraiment amené des filles à faire de l'itinérance. Donc en 2023, on était parti sur une seule journée. Et cette année, donc sur 2 jours. Donc on a dormi en refuge. Et c'était un moment génial d'entraide entre femmes. Et bien évidemment qu'on peut faire des choses entre femmes et que ça se passe très bien et que l'échange soit vraiment gratifiant pour toutes. Et non, c'était un très bon moment. Question un peu corsée, on approche de la fin, je vais vous passer la patate chaude les uns après les autres. Peut-être, on va commencer par toi Sébastien. Bon, tu n'as pas parlé depuis quelques minutes, donc je te donne le micro cette question, mais tu vas très bien t'en tirer, je le sais. L'avenir du trail running pour les femmes, comment tu vois évoluer les choses? On le disait, il y a des choses qui se mettent en place, on est dans la bonne direction. Quel point tu es confiant? Qu'est-ce que tu vois encore comme chantier? Enfin voilà, quel est ton ressenti sur la place que prennent les femmes? Alors je pense qu'on va dans la bonne direction, clairement, que ça soit tout ce qu'on a évoqué là pendant cet épisode, je pense que clairement ça va dans le bon sens. Et j'émettrais peut-être juste un warning, c'est sur le sujet qui me concerne, mais la partie hormonale. Il y a quand même aujourd'hui beaucoup de femmes qui font la politique de l'autruche sur le sujet. Et comme disait Esther tout à l'heure, c'est une question de santé. C'est-à-dire qu'une femme qui ovule, c'est une femme qui est en bonne santé. Et ça, malheureusement, aujourd'hui, comme disait Esther aussi il y a quelques minutes, on a appris aux enfants petits, potentiellement, que c'est compliqué, etc. Alors en fait, il faut délier les langues. J'ai un enfant de 9 ans à la maison, il m'entend parler de cycle hormonal féminin toute la journée. Et alors, forcément, il est biaisé, le petit, de par mon job. Mais à un moment donné, c'est normal de leur expliquer. C'est normal d'en discuter avec son coach. Tout ça est normal et il faut aussi, si on veut que le trail running avance, c'est que toutes les personnes qui gravitent autour, Esther a parlé médecin, kiné, etc. Il faut que ces personnes-là, elles en prennent conscience parce que malheureusement, je me rends compte souvent que en fait, c'est pas traité. On va balayer le sujet et on va laisser la femme dans, m'excuserez l'expression, mais dans la galère et elle reste avec ses problèmes. Et voilà. Très belle réponse. Tiffany? Ouais, je pense aussi qu'on va dans la bonne direction parce que justement, on arrive à plus facilement parler de tous ces sujets. J'espère que ça continuera comme ça et je pense vraiment que on doit chacune
faire en sorte qu'on en parle de plus en plus. Mais on doit aussi chacune, comme Sébastien disait, en fait se renseigner pour soi parce qu'il faut bien prendre conscience qu'on est chacune différente, que notre cycle par exemple, il est vraiment différent et propre à chacune. Et ne pas forcément en fait faire comme l'autre parce qu'elle fait comme ça et ça marche pour elle. Je pense qu'il faut vraiment qu'on prenne chacune soin de notre propre corps en fait. Ok, cette idée de libérer la parole, mais aussi que l'entourage soit en capacité de mieux entendre ou de changer de regard aussi un peu. Ouais. Esther, pour conclure sur ce point-là. La densité monte, le niveau monte, donc je pense que c'est vraiment super et ça va continuer de monter avec aussi ce qui est mis en place par les teams, par les organisations de courses, etc. Et je pense que, étant donné que la densité monte, il faut aussi que vraiment les personnes se forment, que ça soit les médecins, mais aussi tout l'encadrement doit être aussi adapté à la femme. Et aujourd'hui, moi, je prends aussi mon point de vue de mon travail aussi, mais au niveau scientifique, on retire les femmes souvent des études. Parce qu'en fait ça génère des problématiques parce que à cause justement de ces cycles menstruels et les recherches commencent à avancer et on commence vraiment à s'intéresser aux femmes, mais c'est aussi parce qu'en fait il y a de plus en plus de femmes dans le milieu sportif et qu'elles commencent à peser un petit peu là-dedans et c'est super et j'espère que ça va continuer comme ça. Un conseil pour synthétiser tout ce qu'on vient de se dire pour les femmes, pour celles qui n'oseraient pas se lancer, celles qui ont du mal à persévérer, qui cherchent un peu la motivation, une chose pour leur donner envie. Croire en soi. Sébastien. Je dirais la même chose, se faire confiance parce qu'elles ont des capacités, je pense, insoupçonnées. Tiffany. S'écouter et faire ce dont on a envie. Je voudrais qu'on se parle un petit peu d'avenir maintenant, avant de se quitter. Toi, c'est à très court terme, Tiffany, puisque tu cours donc là cette semaine UTMB, tes projets de course. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu à très court terme et puis peut-être l'horizon pour toi? Du coup, ma prochaine course, c'est la CCC vendredi. T'es bouillante? Vu la température, t'es bouillante. Mais vu la température, vu la température, je suis plutôt bouillante. Non, j'ai autant peur que hâte et j'ai vraiment hâte de courir cette course et d'arriver pour la première fois dans Chamonix. Des aspirations là pour la suite, Esther? Tu as brillé au Trail de Hautfort là récemment. Comment est-ce que va se dessiner un petit peu la suite, tes envies? C'est une période assez difficile pour moi à gérer. J'ai pas trop encore communiqué là-dessus, donc l'avenir est assez incertain. Donc c'est aussi un bel exercice personnel en fait de se rappeler aussi ce qui est important dans la vie. Donc c'est incertain, donc on verra, mais j'essaie d'aller bien, on va dire. Et toi, Sébastien? Alors sur le plan sportif, je continue à m'entraîner, mais j'ai rien de particulier pour cette saison pour le moment. Parce que ceux qui l'auront peut-être un peu compris, même si je suis un homme, je suis un fervent défenseur de la santé féminine. Et du coup, j'y passe beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Merci à tous les trois. C'était très intéressant d'avoir vos trois regards très complémentaires sur ce sujet. On aurait pu en parler encore des heures, mais j'espère que ça a bénéficié à nos auditeurs, à nos auditrices, qu'ils ont pu y trouver des choses et des vérités. Je suis très content parce qu'on a entendu des choses que moi j'avais pas en tête et je pense que c'est très éclairant aussi. Donc merci pour votre sincérité et puis votre expertise et votre retour d'expérience aux uns aux autres. C'est la fin de cet épisode. Merci à Brooks d'avoir rendu possible notre échange. On va continuer avec un deuxième épisode qui est enregistré dans quelques heures maintenant sur le bien-être et la prépa mentale. Je vous remercie infiniment tous les trois pour votre temps. Je vous souhaite le meilleur pour vos différentes échéances et des belles nouvelles pour le futur. Merci et bonne course à toi aussi. Merci, demain au CC. Merci. Salut Sébastien. Merci beaucoup. À bientôt Tiffany, bonne course à toi aussi. Merci.